Bonsoir et bienvenue dans cette tranche info en direct de Rabat. Au sommaire, l'invité culturel Fadwa Maroub de l'association des rencontres méditerranéennes Cinéma et Droits de l'Homme. Hanan Farou la reçoit pour nous parler de la nuit du court-métrage des droits humains qui aura lieu ce samedi 9 décembre au Cinéma Renaissance à Rabat. Puis dans le dossier du jour, Leila Rhiwi, représentante de l'ONU Femmes pour le Maghreb et l'invité de Hanan Harat. Il sera question ce soir de la campagne 2017 d'ONU Femmes lancée pendant 16 jours sous le slogan « Ne laissez personne de côté, mettre fin à la violence à l'égard des femmes ». C'est l'heure du journal. Voici les titres. À la une, ce message adressé par le roi Mohammed VI au président américain. Le souverain a exprimé à Donald Trump sa profonde préoccupation personnelle. Une préoccupation suite aux informations sur l'intention de l'administration américaine de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade des États-Unis. Le souverain a eu également un entretien téléphonique avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Et puis dans la lutte antiterroriste, le Bureau central d'investigation judiciaire marocain a arrêté un élément partisan de Daesh s'activant dans la ville de Tanger. Parallèlement, les services de sécurité espagnols ont interpellé 3 autres éléments en relation avec le mis en cause. Et la coopération bilatérale entre le Maroc et le Portugal se renforce. Les deux pays ont signé aujourd'hui 12 accords de coopération dans plusieurs domaines stratégiques. Ils ont été signés à l'occasion de la 13e session de la réunion de haut niveau Maroc-Portugal. Mais avant de développer ces titres, sachez que le roi Mohammed VI a inauguré ce mardi à la commune Sidi Bouknadl, dans la préfecture de Salé, un centre de soins de santé primaire réalisé par la fondation Mohammed V pour la solidarité pour un investissement global de 16 millions de dirhams. Ce centre vise d'abord à renforcer l'offre sanitaire par la mise en place d'une prestation médicale de proximité et de qualité qui répond aux besoins des citoyens. Il s'inscrit également en droite ligne des efforts déployés par le souverain dans l'objectif de favoriser l'accès des personnes démunies aux soins de santé, d'accélérer les interventions en cas d'urgence médicale et de lutter contre l'irrégularité du suivi médical périodique, cette irrégularité qui pourrait aggraver les cas des personnes souffrant de maladies chroniques. Place maintenant à ce message adressé par le roi Mohammed VI au président américain. Le souverain a exprimé aujourd'hui à Donald Trump sa profonde préoccupation personnelle ainsi que la grande inquiétude ressentie par les États et les peuples arabes et musulmans. Une préoccupation suite aux informations sur l'intention de l'administration Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade des États-Unis. Les précisions dans ce récit, signé Khadija Hassan. Les États-Unis vont-ils transférer leur ambassade à la ville occupée de Jérusalem et ainsi reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël? Sur la base d'informations faisant état de l'intention de concrétiser ce projet, Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, a adressé un message au président américain Donald Trump. Le souverain y a exprimé sa profonde préoccupation personnelle ainsi que la grande inquiétude ressentie par les États et peuples arabes et musulmans. Dans la même correspondance, le souverain a également exprimé sa réprobation vigoureuse de toute action de nature à compromettre le caractère multiconfessionnel de la ville sainte d'Al-Quds ou encore à altérer son statut juridique et politique. Toujours dans ce message adressé au chef d'État américain, Sa Majesté le roi Mohammed VI n'a pas manqué de rappeler l'identité historiquement unique d'Al-Quds et sa symbolique politique de poids d'un côté et de l'autre des efforts engagés par le président Trump depuis son investiture en faveur de la relance du processus de paix entre les parties palestiniennes et israéliennes. Et au souverain de mettre l'accent sur le rôle de parrain joué par les États-Unis dans ce processus de paix. Rappelons que Sa Majesté le roi Mohammed VI s'est exprimé en tant que président du comité Al-Quds qui émane de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, organisation qui comprend 57 pays, soit plus d'1 milliard de citoyens.
Et suite aux informations faisant état d'une possible annonce par les États-Unis d'Amérique d'une reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade américaine vers la ville sainte, le roi Mohammed VI a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Le roi Mohammed VI, en tant que souverain du royaume du Maroc, Amir el-Mouminin et président du comité Al-Quds issu de l'Organisation de la coopération islamique, a réitéré la solidarité forte et constante du royaume avec le peuple palestinien frère dans la défense de sa cause juste et de ses droits légitimes. Le roi Mohammed VI a également exprimé sa réprobation vigoureuse de toute action de nature à compromettre le caractère multiconfessionnel de la ville sainte ou altérer son statut juridique et politique. Et justement, dans le dossier palestinien, le président américain Donald Trump a informé Mahmoud Abbas, le président palestinien, qu'il veut transférer l'ambassade à Jérusalem. Le siège de l'ambassade américaine est actuellement à Tel Aviv. Mais Trump a annoncé pendant sa campagne électorale qu'il souhaite reconnaître Jérusalem comme capitale officielle d'Israël. Ce transfert pourrait remettre en cause plusieurs décennies de la politique américaine au Proche-Orient et risque aussi d'alimenter les tensions dans la région. Dans le chapitre antiterroriste, le Bureau central d'investigation judiciaire marocain, le BCIJ, a arrêté aujourd'hui un élément partisan de Daesh s'activant dans la ville de Tanger, au nord du Maroc. C'est dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les services marocains et leur homologue espagnol dans le domaine justement de la lutte contre le terrorisme. Le mis en cause sera déféré devant la justice une fois achevée l'enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent. Parallèlement, cette opération, les services de sécurité espagnols ont interpellé 3 autres éléments en relation avec le mis en cause arrêté à Tanger. Il s'agit d'un Marocain naturalisé espagnol résidant dans la banlieue de Madrid et de 2 autres Marocains établis dans la région de Gérone, formellement impliqués dans la captation et l'embrigadement de volontaires pour le compte de Daesh. On revient en détail sur cette information avec le colonel Hassan Saoud, expert en stratégie sécuritaire et chercheur associé à l'IRAS, l'Institut royal des études stratégiques. Bonsoir colonel Saoud. Bonsoir madame. D'abord, le ministre espagnol de l'Intérieur a rappelé aujourd'hui l'importance de la coopération entre l'Espagne et le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme à la suite justement de l'arrestation de 4 personnes liées à Daesh. Que pouvez-vous nous dire sur les derniers démantèlements de cellules terroristes opérés dans le cadre de cette coopération sécuritaire? Comme vous venez de bien décrire sur votre reportage, ce démantèlement, un de plus, a permis d'appréhender 4 terroristes, dont un à Tanger et 3 autres en Catalogne et à Madrid. C'est à mettre à l'actif de la coopération hispano-marocaine aboutie, performante et très efficace. J'aimerais dire un mot sur le terroriste de Tanger. Visiblement, c'est le plus dangereux. Voilà un terroriste qui a 300 profils sur le net et qui s'active dans le recrutement et dans l'endoctrinement de volontaires potentiels pour le djihad. Et évidemment, il génère évidemment des messages violents et même du matériel violent susceptible d'être téléchargé par des candidats potentiels. Et il fait l'objet de plusieurs recherches par des pays, le Maroc et d'autres pays étrangers. Alors, colonel Hassan Saoud, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une lutte commune contre le terrorisme, surtout avec la nouvelle donne que constitue le retour de certains combattants de Daesh? Effectivement, cette coopération a abouti et si mes comptes sont bons, nous sommes à 13 interpellations conjointes qui ont permis l'arrestation de plus de 180 terroristes. Et donc, évidemment, nous sommes en train de nous adapter à la nouvelle donne, comme vous venez de le dire. Il y a une menace concernant le retour des combattants étrangers qui sont susceptibles de rentrer dans leur pays. Et il y a la deuxième menace, évidemment, concernant tout l'échec de l'organisation de l'État islamique sur les zones conflictuelles.
et qui est susceptible de réactiver les cellules dormantes dans les pays ciblés. Merci beaucoup, colonel Hassan Saoud, pour cette analyse. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour renforcer leur coopération bilatérale, le Maroc et le Portugal ont signé aujourd'hui 12 accords de coopération dans plusieurs domaines stratégiques, signés lors d'une cérémonie coprésidée par le chef du gouvernement Saad Eddine Othmani et le Premier ministre portugais António Costa à l'occasion de la 13e session de la réunion de haut niveau Maroc-Portugal. Ces accords couvrent notamment les domaines économiques, énergétiques et culturels, sans oublier la coopération triangulaire dans des pays tiers, la santé et la fonction publique. Un protocole de coopération relatif à la coopération dans le domaine du gouvernement digital et des technologies de l'information a été signé. Les deux pays ont aussi souscrit à un plan d'action de coopération dans le domaine portuaire et maritime pour la période 2018-2019. Dans le domaine de la santé, un mémorandum d'entente a été également paraphé. Les travaux du Forum économique maroco-portugais se sont ouverts aujourd'hui à Rabat. C'était en présence du chef du gouvernement marocain Saad Eddine Othmani et de son homologue portugais António Costa. Le thème de l'événement, des synergies pour le co-investissement industriel. Une importante délégation d'entreprises portugaises et d'opérateurs économiques marocains prennent part à ce forum. Anissa Haraou. Une franche poignée de main qui illustre cette convergence des points de vue entre le Maroc et le Portugal. Le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine Othmani, et son homologue portugais, António Costa, ont présidé le forum économique luso-marocain. Bon, a été une rencontre plus que des voisins entre des premiers ministres de deux pays amis et qui veulent renforcer ces relations du point de vue culturel, du point de vue de l'éducation et de l'effort commun pour notre développement, notamment sur le point de vue économique et dans la coopération bilatérale, mais aussi dans nos deux continents, soit en Europe, soit en Afrique. À la tête d'une importante délégation composée de membres du gouvernement portugais, de hauts responsables et d'hommes d'affaires, António Costa effectue une visite de travail de 2 jours au Royaume. En termes d'échanges économiques, le Maroc s'est imposé comme un partenaire commercial important du Portugal, se plaçant comme le 4e partenaire du Portugal hors Union européenne, après l'Angola, les États-Unis et le Brésil. L'année dernière, le Maroc a enregistré un volume des exportations de 7 milliards de dirhams, dont 1,5 milliard de dirhams vers le Portugal. Les exportations portugaises de biens et services vers le Maroc ont augmenté de 18,5% en 2016, tandis que les importations ont progressé de 12,2%. Les entreprises portugaises semblent aussi de plus en plus intéressées par le marché marocain, considéré comme une porte d'entrée au monde arabe et au continent africain. Environ 200 firmes portugaises sont déjà présentes au Maroc. En Afrique, bonne nouvelle pour la force G5 Sahel. L'Arabie Saoudite s'est engagée à verser 100 millions de dollars selon les autorités maliennes. Cette force conjointe a besoin d'environ 500 millions de dollars pour fonctionner dès sa première année d'opération. C'est le chiffre avancé par ses membres Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Appelés à long terme à remplacer les forces françaises de l'opération Barkhane contre les groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne, elle devrait atteindre sa pleine capacité, 5000 hommes, en mars 2018. À ce sujet, je vous propose l'analyse d'André Bourgeot, universitaire, spécialiste de l'espace sahélo-saharien. On l'écoute. C'est quand même quelque chose d'extrêmement significatif qui montre que les lignes ont bougé et que l'Arabie Saoudite crée des conditions politiques d'une ouverture. C'est aussi le G5 Sahel, c'est une initiative politique française. Le fait que l'Arabie Saoudite mette la main à la poche avec une somme importante, puisque vous faisiez référence à 100 millions de dollars, ça veut dire aussi qu'il y aurait des rapprochements entre la politique française incarnée par le président Macron et puis la nouvelle orientation prise par les autorités politiques saoudiennes. Au niveau de la comptabilité, sauf erreur de ma part, il y avait 50 millions qui avaient été proposés par l'Union européenne. La France aussi avait proposé 60 millions. Maintenant, il y a 100 millions en provenance de l'Arabie Saoudite. Je crois me rappeler aussi que les États concernés, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, donc le G5 Sahel, allaient contribuer à hauteur de 10 millions. Je pense qu'on n'est pas tellement loin de la somme demandée, exigée par la communauté internationale
internationale, à savoir, je crois, 250 millions de dollars. On part au Liban à présent, le Liban qui pousse enfin un soupir de soulagement. Le Premier ministre libanais Saad al-Hariri est revenu sur sa démission un mois après ses décisions surprises selon un communiqué du gouvernement. Le Conseil des ministres a remercié le Premier ministre d'être revenu sur sa démission. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement libanais dans un communiqué lu d'ailleurs par Saad al-Hariri lui-même. Il s'exprimait à l'issue de la première réunion du gouvernement depuis ses démissions choc le 4 novembre depuis Riyad. Aujourd'hui, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de se distancier des conflits de la région. Après la mort hier de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh, les réactions internationales se sont succédées. Ahmad Aboulraït, le secrétaire général de la Ligue arabe, a condamné aujourd'hui la nature criminelle des rebelles yéménites Houthis. La mort de Saleh dans des affrontements avec les Houthis présage d'une explosion de la situation sécuritaire dans le pays. C'est ce qu'a indiqué le chef de l'organisation panarabe. De son côté, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que les Yéménites vont faire regretter aux agresseurs leurs actions, alors que la coalition menée par l'Arabie saoudite a intensifié ses raids sur Sanaa. La guerre au Yémen et la crise autour du Qatar doivent donc dominer le sommet annuel des dirigeants du Golfe. On écoute à ce propos David Rigoulet-Rose, il est chercheur attaché à l'Institut français d'analyse stratégique. On risque d'aller vers une situation encore plus chaotique qu'elle n'était, et pourtant elle était déjà très chaotique. Aujourd'hui, avec l'élimination physique de l'ancien Reich, c'est quand même un vecteur de canalisation de la violence qui disparaît. Beaucoup de questions sont soulevées aujourd'hui. D'ailleurs, on a vu que son fils Ahmed Saleh, qui était en résidence à Abu Dhabi, a considéré qu'il y avait une vengeance. On est dans une logique de vendetta. Il faut rappeler que la société yéménite est quand même très structurée par les logiques tribales, claniques, etc. Et le fait d'avoir éliminé physiquement l'ancien président Saleh, effectivement, ouvre la porte à une augmentation de la violence au sein même de l'échiquier yéménite. Direction les États-Unis, cette victoire du président Donald Trump, la Cour suprême américaine a autorisé hier l'application dans sa totalité du décret migratoire du président américain. Il a longtemps défendu cette mesure controversée au nom de la lutte contre le terrorisme. Le décret fait l'objet d'une intense bataille judiciaire depuis fin janvier. Khadija Hassan. Ceci est pour la protection de la nation. Nous interdisons l'entrée aux États-Unis aux terroristes étrangers. C'est une grande décision. Une décision historique en effet, mais surtout une grande victoire pour l'administration Trump. Car ce texte signé depuis janvier dernier vient d'avoir l'aval de la Cour suprême. Un texte tout de même dans sa 3e version, ce qui implique la mise en application totale du décret anti-immigration. Le tristement célèbre Muslim Ban, comme pour interdiction aux musulmans issus du Tchad, d'Iran, de Libye, de Syrie, du Yémen ou de la Somalie, qui n'ont plus le droit de fouler le territoire américain. Selon un juge de Hawaï, 150 millions de ressortissants seraient concernés. Les organisations de défense de réfugiés crient au scandale et dénoncent les préjugés anti-musulmans du président Trump. Pour le Conseil des relations américano-islamiques, cette décision de la Cour suprême ignore les réelles conséquences humaines pour les citoyens américains et leurs familles à l'étranger. 2 audiences sont prévues cette semaine. La première pour la décision de Hawaï et la deuxième pour celle du Maryland, dont les juges avaient réussi à suspendre l'application du décret dans leurs États respectifs. Quoi qu'il en soit, une question reste en suspens. Les 50 États et leurs instances juridiques inférieures peuvent-ils ou pas contredire une décision émanant de la plus haute juridiction des États-Unis? La France a perdu un grand homme de littérature. L'écrivain et académicien français Jean d'Ormesson a tiré sa révérence dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 92 ans. Le romancier est décédé d'une crise cardiaque à son domicile dans la banlieue parisienne. Élu en 1973 à l'Académie française, éditorialiste et ancien directeur du quotidien Le Figaro, il a été gratifié en 2015 du mérite d'être édité dans la collection La Pléiade des éditions Gallimard, récompense suprême de tout écrivain français. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Le JT Éco, c'est à suivre avec Oumaima Sibila. À tout de suite.